Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans le ZCL News jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on a encore du culturel, puisqu'on va commencer avec une dessinatrice invitée par Ankara Guibul, qui s'appelle Annick Kamzan. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. Elisabeth Gustave, directrice du festival Monde en Vue de Cinéma, sera là vers 13 heures. On va recevoir aussi Patricia Sadikoussen et Aude Jacqueline Billy Rando. Avec eux, on va parler des bailleurs, comment ça se fait sur 4.fr. Colin Tafial sera avec nous, c'est un réalisateur. Il sera accompagné aussi de Michael Lise, notre réalisateur, et Chris, un artiste. Et on va terminer avec la chronique de Barbara Montpierre, chronique à la rencontre de soi. L'actualité, c'est la mobilisation du LKP. Mais oui, le LKP existe toujours. Il se mobilise pour les usagers du Nord Grande Terre pour la question de l'eau, une question qui semble ne pas vouloir être résolue. Il y a encore des difficultés. On parlera de l'atelier biotique pour réduire la fracture numérique au tiers-lieu. Ça aussi, c'est une information importante, mais c'est dans la région de Gourbert, permettre aux personnes, ce qu'on appelle les seniors, d'avoir accès aux biotiques, à l'informatique. C'est indispensable aujourd'hui dans la vie. Et donc, on fera un petit topo là-dessus. Journée sur le développement durable au Lamentin. Vianney Valverde était sur place. On en parlera. Et puis, on verra un peu où on est le projet agro-écodiv de l'INRAE. C'est un reportage de Charlie Dagonia. Voilà un petit peu, j'ai fait le sommaire. Je voulais dire, on reçoit une dessinatrice, autrice, graphiste, on peut dire BD journaliste, qui vient de sortir cet ouvrage, qui est sorti cet ouvrage. Ça s'appelle Lucha, ça se passe en Afrique. Elle sera présente à Caribul à partir d'aujourd'hui. Elle a commencé des ateliers dans les écoles. Elle sera là mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous pouvez accueillir ce bouquin qui est vraiment important. Alors, Annick, merci d'être avec nous. Alors, avant même de parler de Lucha, parlez-nous un peu de votre carrière. Comment vous êtes arrivé dans le dessin? Oui, bonjour Danick, merci de me recevoir. Alors, donc je m'appelle Annick Kamgan. Vous pouvez aussi m'appeler Cam. Oui, je peux dire Cam, ça va plus vite. Oui, très bien, ça me va aussi. Et donc, je suis arrivée dans cette carrière de dessinatrice politique qui fait à la fois du dessin de presse, de la BD journalisme et des illustrations, parce que je suis guadeloupéenne, camerounaise, et je suis très influencée par mon faux père qui était un opposant politique dans son pays, le Cameroun. D'accord. Donc c'est ce qui fait que j'ai un de mes sujets de prédilection. C'est une vision particulière sur l'Afrique, quoi. Voilà, c'est ça. Un de mes sujets de prédilection, c'est vraiment la politique en Afrique et les défis, en fait, auxquels les Africains sont confrontés, comme l'alternance démocratique, comme une meilleure gouvernance, comme aussi ils sont aussi confrontés au défi du développement économique et toutes ces choses-là. Et moi, j'ai décidé, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai décidé de m'en saisir en dessin. D'accord. Et donc, ça donne des choses intéressantes. Vous avez collaboré à Jeune Afrique, je crois. Tout à fait. Oui. Tout à fait. De 2015 à 2017, j'ai régulièrement dessiné pour l'hebdomadaire d'actualité africaine, effectivement, Jeune Afrique. Oui. Vous continuez le dessin politique dans les journaux? Non, je ne continue pas le dessin politique dans les journaux. La première chose qui explique ça, c'est que, en fait, on s'auto-censure. Oui. Et il y a une censure qui existe. Ah, finalement, la censure existe vraiment. En tous les cas, j'y ai été confrontée. Oui. Et je me suis dit, bon, il y a aussi un contexte général, il y a une conjoncture aussi, donc il y a la censure, l'autocensure, mais il y a aussi une conjoncture telle que, aujourd'hui, la presse, en fait, est un peu en crise. Les gens lisent de moins en moins la presse. Oui. Voilà, et donc, j'ai décidé, dans mon cheminement donc de dessinatrice politique, de m'emparer de la bande dessinée. Mais c'est pas totalement éloigné du dessin de presse, parce que moi, je suis vraiment sur la bande dessinée journalisme, la bande dessinée qui rend compte... Le BD journalisme. La BD journalisme, oui, c'est ça. La BD journalisme, et c'est ça qui... Alors, on va parler de Lucha, mais une dessinatrice de presse ou une dessinatrice afro-descendante qui vit en France, comment elle vit de son métier? Alors, c'est vrai que c'est une question pertinente, parce que l'artiste, on a tous l'image de l'artiste maudit oui. qui vit sous les ponts, etc. Non, c'est pas votre cas. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, c'est une question... ce qui fait que j'ai envie, c'est un ensemble d'activités. J'imagine. Voilà, alors je fais de la bande dessinée, oui. mais je fais aussi des illustrations. Et je réponds aussi à des commandes de clients.
De la pub, vous en faites quelquefois? Non, alors moi je ne fais pas de pub. De la pub dessinée, pourquoi? Alors pourquoi je fais pas de la publicité? Bon, alors déjà j'ai jamais eu de demande. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas eu de demande. Oui, mais aussi mais je pense aussi que c'est parce que je fais des choses qui sont pas très vendeuses en termes de publicité. Voilà, je suis dans des choses un peu. Ah bon, c'est trop engagé? Oui, peut-être. Bon, pas vraiment. Voilà. Alors après, est-ce que ça pourrait coller avec la publicité? En tout cas, je n'ai jamais eu de proposition. Donc, les marques, Oui. certaines marques, si vous voulez, j'existe. Oui. Voilà, je peux vous faire des illustrations engagées. Une marque de jeunes vous demande de faire un dessin pour vendre des, je sais pas moi, des t-shirts ou pour vendre des maillots de bain, pour vendre des sous-vêtements, etc. Quand même, ça se fait, ça. Ben oui, bien sûr, ça se fait. Après, par exemple, si c'est une marque de maillots de bain ou qui vend des survêtements avec un côté engagé, écolo, développement durable, voilà, je suis là. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Oui. C'est ça. Bon, alors ça, c'est ce côté-là. L'autre aspect, c'est que on va venir à Lucha tout à l'heure. C'est que cette année, on a choisi de faire venir des mangaka. Ah oui, très bien. Oui, j'ai vu ça. Zola Skemit, Tenyu, etc. Comment cohabitent manga et BD aujourd'hui? C'est vrai que... Alors, c'est vrai que on est dans une période où, en fait, en termes de vente, en termes de comment dire, dans l'industrie du livre et de la bande dessinée, c'est le manga qui est vraiment là, effectivement. Et mais les jeunes, ils lisent le manga, mais ça ne tue pas la BD. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un public pour la bande dessinée. Il y a un public pour la bande dessinée, le roman graphique. Moi, je suis dans le roman graphique, dans la bande dessinée reportage. Il y a un public pour ça. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Autant le manga que la bande dessinée belge. Ça signifie que vous ne ferez jamais de manga? Alors, je ne ferai jamais de manga, mais pas parce que je suis contre le manga. C'est juste que je pense que mon style graphique, mon univers et les sujets qui m'intéressent, et même ma manière de dessiner, fait que même si je suis de la génération manga, c'est pas ça qui m'influence. Parce que il y a ce qu'on appelle ici à Caribule le manga afro-caribéen. Ce qu'ils font là, les Kamites, ce que fait Thierry Dupré, etc., etc. Et ce sont des gens qui ont commencé par le dessin, la bande dessinée traditionnelle, et puis qui ont évolué. Ce ne sera pas votre cas? Alors, non, ce ne sera pas mon cas. Voilà, c'est ça. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe en Afrique. Alors, vous êtes à la fois camerounaise et guadeloupéenne, c'est pas Guada camerounaise, on va dire. C'est ça. Ou Camouno-guadeloupéenne. Voilà. Alors, on est peu nombreuses, mais j'en connais quelques-uns. Ah oui, il y en a d'autres? Il y en a d'autres, et il y en a une aussi qui dessine. Peut-être je vous la présenterai une autre fois. Vous nous la présenter, oui. Ça nous intéresse. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est de savoir, est-ce que ce qui se passe aux Antilles, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, du point de vue de la relation avec l'État français, du système colonial, etc., est-ce que ça peut inspirer une dessinatrice qui est Guada camerounaise? Ça peut m'inspirer, et je vais vous dire quelque chose de très important. On a une image, quand on est en Guadeloupe, un peu de l'Afrique. On a des préjugés et on ne sait pas trop, en fait, ce qui se passe en Afrique. Mais la vérité, c'est que les Africains et les Guadeloupéens partagent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Exemple, vous me dites que le LKP manifeste pour l'accès à l'eau. Lucha, au Congo, une de leurs actions qui a commencé, c'est parce qu'ils voulaient avoir accès à l'eau courante dans leur région. Ils sont au bord du lac Kivu. C'est un lac qui fait 2700 km² et il n'y a pas d'eau qui sort dans les Donc ils sont confrontés à d'autres problèmes. Ils ont un passé qu'ils partagent avec les Guadeloupéens, le passé colonial. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une société, les Congolais, c'est une société post-coloniale. Les Guadeloupéens, c'est aussi une société post-coloniale. Il y a parmi les premiers Guadeloupéens des Congolais, vous le savez. Oui, j'ai entendu ça, mais c'est une histoire que je ne connais pas bien, j'avoue. Bon, il faudra venir aussi en novembre, parce qu'il y a chaque année un truc qui s'appelle Grappa Congo. Très bien. Grappa Congo qui se fait à Cap-Esther. Alors donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un jour, il y aura une bande dessinée non pas Lucha, mais nous que Grenier, enfin je ne sais pas, quelque chose en créole sous la Guadeloupe, c'est possible? Mais écoutez, avec plaisir, parce que mais tout est possible. Après, ça dépend des rencontres. Oui. Voilà. Mais en tous les cas,
vous voyez, je suis une dessinatrice engagée politique. Oui. Et moi, j'aime les sujets politiques. Donc voilà, il faut qu'une rencontre, il faut que les opportunités se créent. Il faudrait qu'on vous garde en Guadeloupe pendant quelque temps, c'est ça? C'est ça. Oui, ça s'appelle en termes artistiques une résidence. Eh bien, avec très grand plaisir. Oui. Pour une résidence, le temps que je finisse, quand même. Votre œuvre déjà quoi commencé. Alors, parlons un peu de Lucha. Comment ça a commencé, Lucha? Alors, Lucha en espagnol, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. C'est la lutte. C'est ça, c'est la Mais lutte. en même temps, c'est autre chose. Et en même temps, c'est autre chose. C'est vrai que quand les gens ils voient lucha, ils se disent oui, mais c'est un truc espagnol. Oui, oui. En fait, lucha, c'est l'acronyme de lutte pour le changement. Non, lutte pour le changement. Voilà. Alors, comment l'histoire s'est passée? C'est que je faisais déjà du dessin de presse pour Jeune Afrique et sur des sujets politiques relatifs à l'Afrique. Et un de mes contacts, vous voyez, comme je vous dis, tout ça se passe par des rencontres. Oui. Un de mes contacts m'a dit, mais vraiment, toi, tu es sur le dessin de presse, tu es sur l'engagement politique. Il y a vraiment cette branche de la bande dessinée française et internationale qui s'intéresse à des sujets comme ça relatifs à l'Afrique. Je te mets en contact avec des personnes dans ce milieu-là. Et donc j'ai été mise en contact avec l'éditeur, La Boîte à Bulles, Vincent Henry, qui est l'éditeur de cette maison d'édition française, qui m'a dit oui, nous, on a envie de faire des choses dessus. Voilà. Et j'ai rencontré une journaliste qui s'appelle Justine Brabant, qui avait déjà écrit sur la RDC. Oui. Et qui m'a dit, voilà, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Et Lucha, c'était un groupe qui existait déjà, qui était très présent sur les réseaux sociaux et qui correspond à un mouvement qui est né il y a un peu plus de 10 ans, où il y a beaucoup de jeunes du continent africain mobilisés dans la société civile, mobilisés dans des organisations de société civile qui se battent pour des alternances démocratiques, pour l'accès à l'eau et d'autres sujets. Voilà. Donc il y a eu vraiment cette espèce de mouvement il y a un peu plus de 10 ans dans certains pays d'Afrique, dont le Congo. Et donc là, il y avait une opportunité de faire quelque chose et de raconter cette histoire. Mais l'histoire du Congo, est aussi, du Cameroun est aussi triste parce que dans les années avant l'indépendance, il y a eu beaucoup de, j'ai envie de dire, de morts de la part des soldats français sur des Camerounais avant l'indépendance. Tout à fait. Et là, ce sera le sujet de ma deuxième bande dessinée. Ah, d'accord. Ça va s'appeler comment? Alors, ça va s'appeler alors là, c'est en ce moment en négociation avec des éditeurs. Oui. Mais là, le titre que j'aimerais, c'est Les enfants du pays. Les enfants du pays Cameroun. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça correspond à... C'est pas par hasard, c'est parce que, en fait, les personnes qui luttaient pour l'indépendance au Cameroun, qui ont été réprimées par... Ah, la répression a été féroce. Oui, c'est ça. Des milliers de morts. Aujourd'hui, on ne sait même pas dire. Sur la bouche sur cet aspect-là. Donc, vous allez révéler ce qui s'est passé dans ces années 50, 56, je crois. Alors, je ne serai pas la seule à la révéler, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'ouvrages, mais moi, je vais la traiter en bande dessinée. Oui, c'est voilà. ça, en bande dessinée. C'est ça qui va faire l'originalité de mon travail. Et donc, c'est une BD qui sortira pour le prochain Caribou l'année prochaine à la même période. J'espère. J'espère, franchement. Voilà. Oui. Alors, autre question importante, il y a sûrement des jeunes ou des parents qui vous regardent. Comment devenir une dessinatrice de BD? Est-ce qu'il y a une formation, mais est-ce que simplement être doué par le dessin? Eh bien, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déjà avoir un goût pour le dessin. Tous les enfants petits dessinent. Hein. C'est très rare les enfants qui dessinent pas. Mais il y en a qui continuent et puis il y en a qui s'arrêtent. Donc peut-être sur les enfants déjà qui continuent, si les parents voient que l'enfant a un goût pour le dessin, l'encourager. Parce que des fois, on se dit oui, mais bon, le dessin, c'est quelque chose de pas sérieux. Déjà, si vous voyez que votre enfant a ça, encouragez-le. Et ensuite, vous pouvez, avant qu'il ne fasse des études, parce qu'il existe des études pour devenir auteur de bande dessinée, peut-être lui proposer des ateliers, des cours. L'envoi au Gobelin? Alors, il y a eu aussi une école d'Angoulême. Vous avez l'école d'Angoulême. Vous avez aussi une école à Paris qui s'appelle le Cézanne. Vous avez aussi une autre école qui s'appelle l'Académie Delcourt. Voilà, donc il y a vraiment énormément. Après, en Guadeloupe, je ne sais pas ce qu'il existe. Pas encore. C'est l'objectif de Caribou, c'est de créer un jour ce genre de formation pour les jeunes Guadeloupéens qui veulent les arts et métiers, mais enfin, il n'y a pas encore de formation particulièrement destinée à la bande dessinée. On fait des arts graphiques, et c'est important. Et c'est vrai. Et pour moi qui ai fait mon lycée en Guadeloupe, effectivement, quand je me projetais dans une carrière artistique, eh bien, en fait, il n'y avait pas grand-chose en Guadeloupe, effectivement. Mais voilà, tout est à faire. Dernière chose, certains dessinateurs, certains auteurs ou autrices de BD arrivent au cinéma quelquefois.
Alors moi, peut-être, si j'arrive dans quelque chose dans le cinéma, ce ne sera pas le cinéma, ce sera peut-être le cinéma d'animation. Peut-être une bande dessinée adaptée dans un film d'animation. Alors ça, ce serait le rêve, évidemment. On le caresse avec vous. Merci Annick d'être venue. Merci à vous. Vous allez rester jusqu'à la fin du ZCL, puisque vous avez dessiné des petites choses pendant que vous êtes là. Et on verra ça à la fin de l'émission. Voilà. Lucha, c'est déjà, ce sont en vente tous ces jours-ci. Annick a commencé des ateliers dans les écoles de Pointe-à-Pitre. Elle va continuer sur le village de Caribule. Elle sera probablement ici avec nous vendredi dans le débat sur la bande dessinée et les formations. Je vous conseille de regarder. Est-ce qu'on a le temps de prendre le premier sujet? Oui. Alors, le premier sujet, maintenant, on va parler du LKP et les usagers de l'eau dans le Nord Grande Terre. Et c'est une mobilisation qui a commencé parce que les questions de l'eau ne sont pas résolues et sont loin d'être résolues. Reportage, Michel de Papon regarde. Nous décidons de passer à l'action parce que depuis plusieurs mois, nous avons l'eau usagée, notamment du Nord Grande Terre, qui a subi, ça a créé des avis de tiers détenteurs, des ATD et des saisies, et principalement des vieux mouns. Des vieux mouns, ils n'ont pas ni de l'eau, ou bien ils ont ni de l'eau de temps en temps, ou bien là, ils ont ni de l'eau, c'est de l'eau à la boue, c'est de l'eau à caca, ou bien de l'eau à toute qualité cochonnerie. Et pourtant, ils ont recevoir des factures exorbitantes. Et donc, nous décidons de passer à l'action, de venir demander Renault compte. Renault Casino comme ça, à Pali, c'est le SIAG. À qui j'en peux dire, moi? Depuis 2009, l'État, les collectivités, les communautés d'agglomération étaient censés, dans le cadre d'accord LKP, faire un nouveau circuit de distribution de l'eau, de nouveaux captages, de nouveaux outils de production. Et je dis là, 12 ans après, c'est près de 70% de l'eau là qui a disparu en terre là parce que les captages et les tuyaux, pas aux normes, quoi, ils ont déjà pourri. Et ce n'est pas Fiona qui fait ça. Fiona a simplement révélé l'immensité à désastre que nous avons subi là. Yo voyez un facture à 1258 € ben moi avant hier là en boîte à moi. Alors compagnie de l'eau à Casamance, en cas mené sur Casamance, en cas arrêté là. En mon pied au derrière là c'est si. En panier de l'eau, c'est de l'eau la pris en caboué. Mais Renault a voyé un facture à 1258 € ben moi. Parce que parmi les retraités et c'est là nous qui avons vu pour ça. Alors comme moi déjà vu nous voyons. Et on t'a déjà montré de l'eau là qui a coulé en robinet, là, qui a tué ma gève là. Et on dit, en circonstance, on ne peut pas payer de l'eau qui a tué moi là. Et on a arrêté de payer depuis 2017. Il n'y a pas jamais arrêté moi parce que j'ai une preuve là. Et on publié en les WhatsApp les tuyaux, les rotés au cas en moins. On va voir, couche calcaire qui t'a donné avec d'autres saloperies. Donc, moi, à d'un peuple là, en concerné par misère là qu'il a fait nous Sibi là. Deuxième sujet grave, c'est la question de l'assainissement. Je dis là, on est quasiment 100% des stations d'épuration qui n'ont pas qu'à fonctionner, ni de l'eau à caca qu'à couler, tout partout. Nous voyons ça notamment les Noisac de l'Aiguille à Goyave, en qui gens moun ka resté à don cité, à don état d'insalubrité qui est totalement inadmissible et nauséabond. Voilà ce qui se passe en ce moment et cette mobilisation va continuer dans d'autres secteurs parce que dans le sud de la Basse-Terre, à Capester-Bello, aussi bien à Baïf, à Gourbert particulièrement, Rivière-Sens, etc. Ce sont des zones qui sont aujourd'hui, qui ont été inondées mais qui n'ont pas d'eau. C'est ça le problème. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec la suite, avec nos prochains invités, probablement Madame Sadi Koussen et Madame Jacques Bliando ou Madame Elisabeth Gustave, on verra, mais restez avec nous, pas débrancher. Le plateau du ZCL qui est, comme on dit encore, le bac full. On va commencer par les femmes. Bonjour Patricia. Bonjour Yannick. Bonjour Aude. Bonjour. Et si on a pour la CAF, on va parler bien sûr des bailleurs tout à l'heure. Donc bailler la voix. On a Madame Elisabeth Gustave, la présidente directrice du festival Monde en Vue. Bonjour. Accompagnée de cinéastes. T'as fait par hasard, Kouline Tafial, qui est de l'autre festival. C'est ça. Qui va présenter un film ce soir, au plein air. Au plein air, oui. On va en parler tout à l'heure. Eh bien, on va commencer par Elisabeth. Alors, je disais tout à l'heure, 2 festivals pour le prix d'un seul, ou bien c'est 2 festivals différents? Ce sont 2 festivals différents, mais des festivals amis et qui s'entendent. C'est vrai que le public est un peu perdu parce que Cinestar, c'est une semaine avant moi. Oui. Je crois qu'elle termine le 12 et nous, on recommence le 14. Oui. Donc, c'est 2 semaines de festival pour les gens. Et il y a beaucoup de festivals ici. Hein. Je crois qu'il y en a 6, c'est ça? Oui, 6. 6, oui. On a tous nos spécificités. Moi, c'est un festival du film des droits humains. Oui, tous les festivals en Guadeloupe sont dirigés par des femmes.
y compris le Cinestar. Alors, le droit humain, c'est quoi exactement pour quelqu'un qui ne sait pas? Pour pas lever le cinéma, je parle. Moi, je pense que les droits humains, c'est juste... En fait, il y a un festival du film des droits humains parce qu'on a envie de vérifier partout dans le monde que chaque personne est libre, que chaque personne peut manger à sa faim, que chaque personne vote, etc. Donc, droits humains, c'est ce qui permet à chacun d'exercer sa liberté et d'être heureux. Oui. Et donc, nous, on a un festival qui vérifie ça grâce aux films. Combien de films pour le festival? 28. Quel film qu'il faut absolument voir? Chaque année, vous me dites ça? Oui, chaque fois, je pose toujours la même question. Saint-Omer. Oui. Saint-Omer, d'Alice Diop, qui a eu 2 prix à la Mostra de Venise, oui. Qui a été sélectionné pour les Oscars par la France, qui est fait par Alice Diop, qui a des choses à dire. Et Flea, peut-être, un film qui se tourne en Afghanistan, qui parle de l'homosexualité et de l'oppression qu'il peut y avoir face à ça. Liborio, un film de Saint-Domingue. Enfin, tous nos films sont excellents, on les a choisis. On a un film aussi qui s'appelle Jungle, je crois, sur les FARC. Le combat des FARC en Colombie. En Colombie, oui. Donc voilà. Enfin, les FARC n'existent plus. Oui, voilà, mais on a un film sur l'un des combattants. Et puis, ce qui est intéressant, pour la première fois cette année, on a une journée depuis 8h30 du matin à la résidence départementale, parce que les 3 premiers jours vont avoir lieu à la résidence départementale. On remercie le département. Et alors, on a appelé ça le marathon du nous, parce que alors on a rendez-vous à 8h30, on va commencer par un didico. C'est quand exactement? Alors ça, c'est le dimanche 16. Oui. Et on va avoir toute la journée pour le marathon du nous avec des... Non, nous, avec des réalisateurs de chez nous qui présentent des films, mais aussi des conférenciers sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Par exemple, Olivier Marbeuf va présenter son livre Le Décolonial, sur le décolonial, sortir de la plantation, en fait. Et ça, c'est à 9h du matin. Et c'est un homme passionnant. Donc, on a mis un didico à 8h30 pour être sûr que les Guadeloupéens allaient venir écouter Olivier. Ah, il y a quand même pour manger là. Alors. Oui. Non, mais ils n'auront pas le temps de prendre le petit déjeuner chez eux, donc ils pourront le prendre là. Et ça va durer toute la journée. Oui. Tous nos réalisateurs seront là après le film. Guy Gabon va présenter son film La Terre en héritage. Cédric Hicham va présenter son film sur les gens d'ici qui habitent en France. Mariette Montprière et Renette, son film sur les Blancs-Matignon. Donc, tous les réalisateurs seront là, mais les conférenciers comme Fred Dehay, que tout le monde connaît, va présenter sa conférence sur l'identité, cassable de l'identité. Et puis Chris Cyril sur comment raconter notre propre science-fiction. Enfin, c'est toute une question de narration. Alors, cette année, on est sur la thématique des réconciliations. D'accord. Bon, pas encore des réparations, ça viendra sûrement. Alors, c'est très intéressant, en fait, parce que quand je dis réconciliation, tout le monde me fait « wow ». Oui. Est-ce qu'on en est déjà là? Ça a été la question en Afrique du Sud au lendemain de la fin de l'apartheid. De toute façon, y a des prérequis. Oui. Là, on est en train d'en parler. Oui. Voilà. Ok, bien. Juste une dernière petite question, puisque c'est qu'il faut que vous partiez. Quand est-ce que les festivals vont s'organiser temporellement? On en parle. Ben, ils sont quand même disséminés sur toute l'année, c'est pas mal. Vous voudrez qu'il y ait un festival par an, mais les gens s'ennuieraient. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, au moins un par mois. Ben, alors, pas deux dans la même semaine. Il n'y en a pas 2 dans la même semaine. Il y a d'abord celui de Christelle et ensuite le mien, qui se suivent. Oui. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à communiquer ensemble de façon que ça soit clair. En ce moment, il y a Cinestar. Oui. Le 13... Le 12, Cinestar s'arrête. Le 13, il y a une exposition d'art du Festival Monde en Vue. Ça va se passer à l'Arawak sur les réconciliations. Alors, donc, soyez là le 13. En fait, c'est le lancement du festival. Et le 14, la cérémonie d'ouverture au département
jusqu'au 21, et on a tout un programme. Soyez là samedi, on a des conférences sur la réconciliation, samedi à 18h, et dimanche toute la journée à la résidence départementale. Si c'est une maison que vous ne connaissez pas, c'est l'occasion parce que c'est une magnifique demeure. D'accord. Alors, on reste dans le cinéma. On va poser la question à Colline Tafial, puisqu'il a un long métrage que j'ai pas encore vu, au plein air, qu'on verra ce soir, c'est ça? C'est ça, à 18h30. Alors, c'est quoi exactement au plein air? Donc, au plein air, c'est un long métrage que j'ai écrit et co-réalisé avec mon cousin Kalangué Tafial. Oui. Donc, c'est mon premier long métrage. De quoi il s'agit? Pardon? De quoi il s'agit? Donc, c'est l'histoire d'un jeune sans-abri à Paris qui vit au bord d'un canal avec un autre SDF plus âgé et un peu plus sombre, un peu plus pessimiste, alors que le personnage principal qui s'appelle Karl et que j'interprète est un jeune qui essaye d'avancer et d'ailleurs il cache sa condition d'SDF pour rester dans un chemin normal. Et en fait, il va rencontrer une fille pour qui il va travailler en gardant son enfant, faisant du babysitting en fait, tout en cachant sa condition de SDF bien sûr. Et donc ça va créer plusieurs. D'où est venue l'idée? Parce que je sais que les SDF à Paris sont pourchassés un peu partout. Hein. Ouais, justement, l'idée elle m'est venue parce que dans un moment j'ai vécu, je vis en banlieue parisienne, mais à un moment j'ai vécu à Paris, dans le 10e, et en bas de chez moi j'avais l'habitude de croiser toujours les mêmes sans-abri, et un beau jour je me suis mis à m'intéresser à eux en fait, à arrêter de les esquiver, enfin de faire comme s'ils n'existaient pas. Oui. Ouais, voilà. Et donc au fur et à mesure des discussions, bon, il y avait des discussions intéressantes, d'autres un peu moins. Enfin voilà, des personnes tout simplement comme tout le monde. Et donc ça m'a intéressé. Et je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont comme nous, enfin qu'ils sont comme tout le monde. Que c'est des personnes tout simplement. Et donc je suis parti de ça pour créer une histoire. Après, je peux pas dire que c'est inspiré de l'histoire qu'un d'entre eux m'a raconté. C'est simplement, je suis parti de ça pour écrire le personnage principal. Et c'est après, votre premier long métrage? Premier long métrage, ouais. Premier long métrage qui se concrétise, oui. D'accord. Donc on verra ça avec plaisir. Alors il est diffusé ce soir, il est diffusé samedi aussi? Il a été diffusé samedi dernier, oui. Il est diffusé ce soir à 18h30. Il concourt pour le prix. Ouais, il est en compétition aussi. Il est en compétition, ouais. Et il passe demain aussi à 14h. 14h, il faut le voir. Il faut le voir. Oui. Non, mais volontiers au plein air. Enfin, je vous pose la question. Si votre carrière de cinéaste commence avec ce long métrage ou est plus ancienne? Elle est un peu plus ancienne, mais c'est-à-dire que j'étais intermittent en fait. Je faisais des petits rôles, etc. Parce qu'à la base, j'avais une formation de comédien uniquement. Je m'étais formé au cours de Marc Adjadj, qui est un enseignant à Paris. Oui, bien sûr, j'incarne le rôle principal. D'accord. Le personnage. C'est pas mal, ça. On fait son propre film. C'est notamment pour ça que je me suis mis à créer, pour me donner d'autres rôles que je pouvais pas, auxquels j'avais pas accès dans les castings. Oui. Donc voilà. Je pose toujours la question aux Guadeloupéens, enfin aux non-français qui vivent en France. La visibilité, c'est toujours pareil sous les chaînes, au cinéma, en France, toujours pour les personnes non originaires? C'est compliqué, ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est ciblé. Enfin, pour être dans quelque chose, il faut correspondre à telle ou telle chose. Critère. Donc, ouais, on a toujours l'impression qu'il s'agit d'autre chose que ses propres capacités. Parce que quand la chaîne France 2 a disparu il y a 2-3 ans, j'ai pu comprendre qu'on disait que désormais, sous France 2, France 3, sur les autres chaînes françaises, on allait pouvoir voir plus de Guadeloupéens, d'Antillais, etc. Finalement. Je pense que ça évolue quand même. Enfin, ça progresse. Il y a de plus en plus de Noirs ou de personnes de couleur à la télé en France ou dans les œuvres. C'est pas comme aux États-Unis, quoi. Comme aux États-Unis? Oui, c'est pas encore comme aux États-Unis. Non, c'est pas encore comme aux États-Unis, mais je me plains pas spécialement de ça. Je pense qu'il s'agit surtout de créer, prendre les choses en main, être à l'initiative des choses nous-mêmes en tant que Français, tout simplement, Afro-Français ou Français, tout simplement. Il faut se battre. Ouais, il faut se battre, il faut avancer. Oui.
En tout cas, on donne rendez-vous pour votre film, Colline Stafial, long métrage au plein air ce soir. Et puis, on sera là à la remise des prix. On espère que vous allez le décrocher pour le long métrage. Bien, merci beaucoup, j'espère aussi. On le souhaite pour vous, en tout cas. 13h20, on va revenir à l'actualité avec cet atelier de bureautique pour les personnes qui ont la fracture numérique, personnes âgées. Justement, on va parler de ça avec la CAF tout à l'heure, parce que ces gens-là, justement, sont très nombreux à avoir des difficultés à se mettre au digital et au numérique. Reportage Gérard Loiseau, à Bassa-Gourbet, on regarde. Ce matin, nous voyons donc le tiers-lieu de Gourbet qui prend donc toute sa signification à travers du dispositif France Service. C'est non seulement les administrés de Gourbet, mais aussi ceux de Trois-Rivières, de Vieux-Fort et même des Abîmes qui, dans sa politique de proximité, permet aux administrés de venir sur place, découvrir les différentes formalités afin de venir en aide. Et notamment ce matin, les fonctionnaires de la sécurité sociale qui y sont afin de pouvoir être encore plus efficaces dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, j'accompagne les usagers de la commune de Gourbet dans une action de lutte contre la fracture numérique qui, malheureusement, pose problème à une bonne partie de nos concitoyens guadeloupéens. La population étant vieillissante, beaucoup ne sont absolument pas sensibles à l'utilisation des outils numériques, ne peuvent plus gérer leur administratif, assurer leurs démarches, ont du mal également à manipuler un ordinateur, donc ne peuvent pas écrire un courrier, accéder à leur boîte email, fonctionner avec. Ça, c'est problématique. Donc une action a été portée par le tiers-lieu de Gourbet afin de remédier à cela et d'apporter des solutions à ces usagers un peu délaissés par la numérisation, par la société numérique dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Ça m'intéressait de venir à cette session de l'initiation à l'informatique, tout ce qui est création de dossiers, manipulation du clavier, de la souris. Et donc je trouve que c'est très intéressant. En plus, on a une formatrice formidable qui explique très très bien, donc qui est partie vraiment de la base. Et donc voilà, je ne regrette pas d'être venue. C'est une démarche aller vers qui consiste à être le plus proche possible de nos usagers pour apporter l'information, toute information sur les droits, l'accès aux droits, l'accès aux soins et les différentes démarches qui peuvent être entreprises au sein de la CGSS. Mais voilà, on ne va pas quitter ce domaine-là, puisqu'on va recevoir Aude-Jacques Bliando, qui est référent numérique et accès aux droits. Et elle est accompagnée de Patricia Sadikoussen, qui est responsable de communication à la CAF. Générique de la CAF, je suppose que la CAF à Casazotte, c'est toujours là. C'est parti, on va parler des bailleurs. Alors, la question qui se pose, bien sûr, pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas victimes de la fracture numérique, qu'est-ce que l'espace bailleur, Aude ? Alors, l'espace bailleur, c'est un espace qui est dédié aux propriétaires qui mettent leurs biens en location. Tout comme les locataires ont un espace sur le CAF.fr, nos bailleurs ont également un espace qui est ouvert toute l'année et sur lequel ils peuvent tout d'abord télédéclarer le loyer du mois de juillet, qui est l'objet de la campagne loyer, mais aussi consulter le dossier de leurs locataires pour lesquels ils sont en tiers payants. Voilà ce que c'est que l'espace bailleur. Patricia, un mot à ajouter là-dessus ? Non, Aude a tout dit. Donc elle a tout dit. Bon, alors, qu'est-ce que la télédéclaration alors ? La télédéclaration, donc en fait, c'est un service 100% dématérialisé, puisque les bailleurs vont sur le CAF.fr pour effectuer les démarches, et ça permet justement aux bailleurs de déclarer chaque année les loyers de leurs locataires à la CAF, donc via l'espace bailleur sur le CAF.fr. Donc la télédéclaration, c'est vraiment un service qui a été mis en place pour faciliter les démarches des bailleurs, et en facilitant donc ces démarches, en sécurisant
également ces démarches. Et donc, nous invitons fortement les bailleurs à télédéclarer, à utiliser ce service de télédéclaration. Alors, je me tourne vers Aude. Est-ce qu'il y a des avantages à la télédéclaration? Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, une fois que le bailleur a télédéclaré le loyer de juillet, la quittance en question, le renseignement en question est directement injecté sur le dossier du locataire, ce qui évite la paperasse, papier, remplissage de tout. Ça évite le document papier. Ça permet au locataire d'avoir son droit à l'aide au logement recalculé dès janvier. Autre avantage de cet espace, sur l'espace, le bailleur, s'il a plusieurs locataires, il peut avoir la liste de l'ensemble de ses locataires, avec les montants qu'il a perçus sur l'ensemble de l'année. Il peut également nous déclarer à la CAF le changement de situation de son locataire, à savoir s'il est parti, s'il demeure maintenant en colocation. Il peut également nous déclarer et nous signaler surtout l'impayé de loyer, nous dire voilà, je suis en tiers payant, je suis bailleur, mais mon locataire ne paie plus son loyer depuis un certain temps. Et pour rappel, l'impayé de loyer, il s'agit en fait de plus de 2 mois de non-paiement de loyer hors charge à déclarer. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Par exemple, Danick, je te loue le bas de ma villa. Je te loue le bas de ma villa à 500 € par mois. D'accord ? Depuis le mois de juillet, tu ne me paies pas le loyer. Juillet arrive, août arrive, septembre arrive. Chômage, donc je non, tu n'es pas au chômage. Pendant 3 mois, tu ne paies pas. Mais moi, en tant que bailleur et tiers payant, je perçois ton aide au logement sur mon compte. Donc, je ne suis pas à l'aise vis-à-vis de la CAF. Donc, j'ai plutôt intérêt à déclarer dans les délais que tu es en impayé pour ne pas que j'ai à rembourser plus tard et faire avec toi un moratoire. Donc, l'impayé, il faut le signaler à plus de 2 mois d'impayé de loyer et bien sûr hors charge. Hors charge, par exemple, le loyer de 580 €, 80 € de charge. Donc, j'aurai à déclarer 1 500 € d'impayé et ne pas compter les 80 € de charge. D'accord ? Autre avantage de l'espace bailleur, il y a également un ensemble de renseignements sur les droits et les devoirs du propriétaire durant la gestion en fait du bien. Tant que mon bien est en location et à partir du moment que mon bien est en location, dans toute la période, j'ai des renseignements sur mes droits, sur mes devoirs, sur ce que j'ai à faire par rapport à mon locataire. Actuellement, depuis le 11 juillet, nous sommes en campagne de récupération des loyers de juillet 2022. C'est important pour nos bailleurs qui ont des locataires de faire la déclaration maintenant, actuellement. Premièrement, pour que le locataire ait un droit, on continue à partir de janvier 2023 et pour être également tranquille au niveau de l'administration CAF. D'accord. Alors, mais Patricia, qui est concerné par la télédéclaration? Alors, ce sont tous les bailleurs, donc les bailleurs privés, les agences immobilières, les entreprises. Même le petit locataire, le petit bailleur, enfin la personne qui a une petite maison. Oui, dès que son locataire perçoit une aide au logement. Donc tous ces bailleurs-là sont concernés par la télédéclaration des loyers. Par contre, ce que nous appelons donc les bailleurs sociaux, donc c'est-à-dire la SIG, CPHLM, etc., ne sont pas concernés par cette offre de service puisqu'ils bénéficient déjà... Non, en fait, ils bénéficient d'un service adapté par rapport au nombre de locataires qu'ils ont qui est important. Donc en fait, nous avons ces bailleurs-là pour lesquels nous mettons à disposition le service et nous avons, ça concerne environ, par exemple cette année, 12 000 bailleurs. Donc il y a quand même un certain nombre de bailleurs concernés. Depuis juillet 2022. Alors, télédéclaration, puisqu'elle a dit. Oui, voilà, le service est ouvert depuis juillet 2022 et nous invitons donc ces 12 000 bailleurs notamment à effectuer la télédéclaration des loyers donc depuis le site caf.fr et l'espace bailleur. Alors, Aude, imaginez, il y a quelqu'un qui regarde, qui n'est pas en facture numérique, mais qui a bien compris comment faire pour télédéclarer. Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le www.caf.fr et sélectionner la partie partenaire. Une fois sur l'espace partenaire, que l'on peut voir à l'écran, il faut aller dans l'espace bailleur. L'espace bailleur, il faut se connecter avec un identifiant. L'identifiant va commencer par 3 lettres majuscules LOG. LOG? LOG, oui, comme Gérard. LOG, identifiant. Une fois l'identifiant posé, bien sûr, il faut le mot de passe. Donc, cliquer sur son mot de passe, l'insérer et se connecter.
et accéder à ses locataires. Alors, tu vas absolument me demander, oui, j'ai pas mon identifiant, j'ai pas mon mot de passe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas mon espace encore. On n'a même pas encore son espace. On va y venir. J'ai une offre pour toi. Alors, tu n'as pas ton identifiant. Alors, dans ce moment-là, il faut cliquer sur problème de connexion, juste en bas de l'identifiant. Problème de connexion. Le bailleur n'a pas son mot de passe, il va cliquer sur mot de passe oublié. Et les renseignements lui seront envoyés sur l'adresse mail qu'il aura donnée à la CAF, la bonne adresse mail. D'accord. Ok, c'est Patricia qui va nous dire. Alors, au niveau de la CAF, qu'est-ce qu'on propose pour accompagner les bailleurs? Oui, alors, il est vrai que nous sommes tout à fait conscients, hein, bien sûr, comme tu le disais, Danick, tout le monde n'est pas à l'aise avec Internet, et notamment voilà, les bailleurs, bien évidemment. Donc, nous mettons à disposition des bailleurs un numéro de téléphone spécifique, donc pour les aider, pour les accompagner déjà à accéder à leur compte, donc ce que tu disais tout à l'heure, à les aider à se connecter avec l'identifiant qu'ils ont reçu de la CAF, et puis les aider également à télédéclarer les loyers de leurs locataires, donc sur cet espace bailleur qui leur est réservé. Et donc ce numéro de téléphone, donc c'est le 06 90. Ah, il n'est pas en 08. Non, c'est... Il y a du progrès, il y a du progrès. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, on a une offre de service, bien sûr, Danick, on est obligé d'évoluer avec donc 06 90 90 04 74. Oui. Donc accessible lundi, mardi, jeudi, de 8h à 15h30. Il est encore disponible à ce moment. Et voilà, c'est ça, exactement. Et les mercredis et vendredis de 8h à 13h. Oui. Donc, je précise que ce numéro est vraiment uniquement réservé aux bailleurs. Oui. Donc, il ne faut pas nous crier les numéros là, ça nous peut répondre. Oui, il est réservé aux bailleurs et pour notamment les aider, les accompagner dans l'accès à leur compte sur l'espace bailleur et la télédéclaration des loyers. Voilà. Je posais la question tout à l'heure, je reviens dessus. Quelqu'un qui commence à louer sa maison demain à un adhérent de la CAF, comment il crée son espace? Alors, son espace, comment il le crée? Oui. Il faut savoir qu'en juillet, il y a une chaîne qui passe, qui récupère tous nos bailleurs connus. Oui. D'accord? Donc, il n'a rien à faire, en fait, tout simplement. Il reçoit son identifiant, il se connecte, il clique sur mot de passe oublié. Dans le cas où le bailleur n'a pas l'outil numérique, il a l'identifiant, il a son mot de passe, il n'a pas le matériel nécessaire pour faire la déclaration à son domicile. La rivière et tout est parti avec. Voilà, effectivement. Nous, CAF, nous proposons un accompagnement numérique physique. Quand même. Donc voilà. Donc nous avons nos espaces multiservices, notamment à Dotémar aux Abîmes, mais également un espace à Basse-Terre, également à Marie-Galante. Et par le biais du numéro de téléphone de 06 90 90 04 74, non seulement nous accompagnons, nous aidons à la connexion, à la télédéclaration du bailleur, mais le bailleur peut également prendre un rendez-vous pour venir aux espaces multiservices. Ce sont des espaces dédiés pour les allocataires, mais surtout pour les bailleurs également, pour les aider à se connecter et faire déclaration en temps et en heure. Alors, je précise, la semaine prochaine, dans le cadre de la semaine d'accès au droit, nous avons des disponibilités pour le mardi matin. Donc, j'invite les bailleurs qui ne se sont pas encore connectés, qui n'ont pas l'outil numérique, à appeler, à faire le numéro 90 04 74, c'est un portable, appelez, demandez un rendez-vous pour mardi matin et vous serez reçus et bien accueillis. Aude, merci de tout ça. Patricia, merci aussi. Et puis, on aura plaisir à vous revoir bientôt, Aude. Entendu. Vous êtes sortie vivante de l'interview. Voilà, personne voilà, Danick, donc juste quand même insister auprès des bailleurs. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise, d'appeler le numéro 06 90 90 04 74 et ceux qui sont déjà qui se débrouillent, qui sont dans le bain, de télédéclarer dès à présent les loyers de juillet de leurs locataires. C'est très important pour pouvoir calculer le droit à l'aide au logement à compter de janvier 2023. Voilà, c'est dire, merci. Si vous avez raté le début, vous allez sur le Facebook, le canal 10 du ZCL, et vous verrez tout ce qui a été dit par
Patricia et par Aude, et de toute manière sur le Facebook de la CAF aussi. Voilà, les bailleurs vont retrouver aussi toute l'actualité de la CAF, notamment sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Voilà, il est 13h30, on prend la deuxième pause, on va se retrouver tout à l'heure avec nos prochains invités. Je vais parler de Chris, chanteur, et Michael Lees, réalisateur dominicain. Il sera avec nous, et puis on va terminer avec la chronique de Barbara Montpied. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Nous allons recevoir deux personnalités. Une très connue en Guadeloupe, Mr. Chris. Good morning. Good morning, Danny. How are you? I'm fine, thanks. Fine. And you are welcome to Michael Lees. Thank you very much. Thank you for coming here. And what he's doing in Guadeloupe? Hello, Michael. What are you doing in Guadeloupe? Having a great time. Il passe un bon moment. Where are you from? Where are you from? Dominica. You're from Dominica? Yeah. Yeah. You have a look. You are looking for looking at Caribbean, Kalinagu, something like that. I'm mistaken? No, well, a little bit. But my mother is Bajan and my father is English. Yeah. Donc sa mère est de la Barbade et son père est anglais. Donc c'est un métis. And what about the film Uncivilized? Yeah, it's here playing at the Sinistar Festival. Yes. Donc le film Uncivilized est en ce moment joué au Sinistar dans le cadre du Sinistar International Film Festival. You can tell me about the film, please? Yeah. I went to live in the forest with minimal equipment with the plan for 6 months. Both for a personal journey, but also with some bigger ideas about desire, climate change, these things. Alors, Michael, en fait, le film Uncivilized, c'est l'histoire de Michael qui décide d'aller passer 6 mois dans la forêt, dans la forêt à la Dominique, avec un minimum d'équipement, le minimum vital. À la base, c'était censé être une expérience très personnelle, notamment qui portait sur des réflexions autour des changements climatiques. Oui. Alors, mais Chris, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire? Alors, je vais raconter cette belle histoire de ma collaboration avec Michael Lees. L'année dernière, je suis parti tourner un clip à la Dominique. Tout à fait, on se souvient. Voilà, avec le groupe. On peut envoyer un clip là. Ah, mais il a passé pourtant. Hein. Ouais. Ok, pour. Veuillez bon. Donc, parce que j'ai un titre avec le groupe Triple K de la Dominique. Et Michael faisait partie de l'équipe de production sur place qui filmait pour les besoins de mon clip. Et partout où je passais avec lui, les Dominicains l'arrêtaient dans la rue et lui disaient mais c'est toi qui as fait le film, c'est toi qui as fait le film. Ouais. Alors, oui, donc je lui dis tu as fait un film? Il me dit oui, mais je te le montrerai après. Et donc Michael m'a envoyé le film, que je puisse le voir. Et là, sincèrement, j'ai pris une claque. J'ai eu des frissons pendant 1h10, c'est la durée du film. Parce qu'en fait, l'histoire de ce film, c'est Michael qui décide de faire une retraite spirituelle dans la forêt à la Dominique pour lui-même et pour réfléchir sur les changements climatiques, sur la différence entre les besoins des hommes et leurs désirs et pourquoi on a un rapport si compliqué avec la nature. Donc il a commencé son séjour dans la forêt qu'il raconte déjà dans le film. La forêt dominicaine. La forêt dominicaine. Oui. Et au bout de 3 mois, dans la forêt, seul, il y a un ami à lui qui rentre dans la forêt pour lui dire « Michael, il y a un ouragan qui arrive sur nous. Oui. » À l'époque, c'est un ouragan force 1 ou 2. Oui. Et Michael décide de rester dans la forêt. Et à ce moment-là, le film prend une autre dimension parce qu'au final, c'est un ouragan de force 5, l'ouragan Maria. Et donc, il vit ce bouleversement, enfin, cette catastrophe depuis la forêt. Donc, c'est un point de vue unique. Il frôle la mort. Il ne pense pas qu'il va forcément revenir de ce voyage, puisqu'on voit dans le film, on le voit pendant le cyclone, il avait essayé de construire un abri qui a bien sûr été balayé. Et donc, le 3e mois, donc Maria vient frapper la Dominique, et ce qui fait que lui, il n'a d'autre choix que de sortir de la forêt. Donc, à ce moment-là, le documentaire prend un autre tournant, puisqu'il commence à aller interroger les gens maintenant partout à la Dominique et voir un petit peu les dégâts après Maria. Après Maria, oui, voilà. Donc c'est le dégât était considérable à la Dominique,
Et c'est un point de vue unique et qui pose aussi beaucoup de questions par rapport à la surconsommation, par rapport au bouleversement climatique et aussi... respect de l'écologie, de l'écosystème, c'est ça? Exactement, d'autant plus que le point de vue de la Dominique est intéressant, puisque les îles de la Caraïbe face au bouleversement climatique, en fait, dans le film de Michael, il y a un moment, un discours de Roosevelt Skerrit, qui est le premier ministre de la Dominique, qui dit « Nous n'avons pas commencé cette guerre contre la nature, mais cette guerre est venue à nous. » Et aussi, il y a quelque chose d'assez frappant dans ce documentaire, puisque Michael explique que la proximité de la Dominique avec sa nature, la façon simple de vivre, qui peut être considérée comme un certain retard de développement, a permis à la Dominique d'être beaucoup plus résiliente face à cette catastrophe et se relever relativement vite, parce qu'il n'était pas trop dépendant du progrès technologique. De la consommation. Exactement. On regarde un extrait du film. On a une bonne annonce. On va voir un petit peu. Et ce film est diffusé actuellement au Cinestar, dans le cadre du festival. Oui. Et puis par la suite, peut-être à la télévision. Là, ça va être mon boulot. On espère. Voilà. C'est parti. Clinging is never kept within bounds. It is sure to go the wrong way. Quit it, and things follow their own course. So this here is just about all the equipment I'll be bringing to survive for 6 months. Bringing a couple books with me. This will be the only stuff keeping me sane, and probably not even. We're about to go figure out how to self-actualize, find out where man went wrong. Day 1 out of 183. Stay tuned. I don't want to speak too soon, but I feel like I have just about everything I could possibly need out here. A friend from the area came out this morning to warn me that there's a Category 3 hurricane directly on its way. Gathering some palm leaves and stuff, just to at least add some weight and try and weatherproof this thing as much as possible. Oh man. Oh. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. I love you all so much. Civilized à voir absolument. Vraiment, c'est un film écologique, on peut le dire. Hein. Chris, il n'y a pas de musique Chris dans le film, par non, hasard, non, vraiment. En accompagnant Michael, j'apprends un autre métier, celui d'accompagner. Fait un petit stage déjà de cinéma avec Montudio, quoi, si je me trompe. C'était avec le Cinestar. Avec Cinestar, oui, il y avait un petit stage. Alors, ça a basculé? Non, c'est-à-dire que en fait, je fonctionne beaucoup par passion, par coup de cœur. Moi, la musique, la production, enfin tout ce que je fais, c'est parce que j'aime. Et je crois que j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce documentaire, pour le travail de Michael, et surtout. Je me suis dit que par rapport à son contenu, il était important que les Guadeloupéens puissent voir ce film. Nous bien mis le voir à la télévision, effectivement. Bien, ben, welcome et good, vraiment good vibe for you. We're hoping your next film, we will come back in Guadeloupe next. Fingers crossed, yes. Et croise les doigts. Oui, on croise les doigts. OK, nous aussi. Merci d'être venu. Alors, avant de passer à la chronique de Barbara, on regarde un peu le travail qu'a fait Annick, puisque Annick nous a présenté Dessine pendant que nous faisions l'émission. Elle a créé quelque chose. Est-ce qu'on peut voir ça rapidement? Elle va nous dire de quoi il s'agit. Non, pas encore.
Ah, on n'a pas encore l'image n'est pas arrivée. Bon, Annick, on va revenir tout à l'heure. On regarde la chronique de Barbara et on revient tout à l'heure avec toi. Ben voilà, on est mardi, et comme tous les mardis, à la même heure, nous sommes avec Barbara. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien et toi? Bon, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de sujet un peu particulier qui impacte tout le monde, le « je suis trop ». C'est ça. Oui. Alors justement, avant de parler, tu sais bien que j'aime bien voir un peu si tu as revu les leçons. Oui. On en est où par rapport à l'autosabotage? Ben, j'avoue que c'est un vrai problème, mais qu'on doit pouvoir surmonter. Et d'une manière générale, si les gens ont bien suivi la dernière chronique, ils doivent être en mesure de surmonter cet autosabotage, ne pas se faire du mal et donc respecter les 8 paramètres. Ah ouais, bon, on a retenu, hein? J'ai bien retenu. Bon, ben tant mieux, Danick. Et bien, justement, quand on est sur le trop, ben, c'est quelque chose qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Hein. Bon, l'idée, c'est aussi de traiter ce type de sujet. Je suis trop bienveillante, trop gentille, trop, tout dans l'excès. Toi? Je ne parle pas nécessairement de moi, mais c'est vrai que c'est important pour moi, la bienveillance. Oui. Mais bien souvent, on entend cela, et ça parle de la perception des autres, et de ce qu'on accepte aussi d'entendre, hein, puisqu'on va avoir, nous, notre image de nous-mêmes, de ce qu'on va donner. Par exemple, tu diras que je suis trop gentille, mais pour moi, c'est inné. Ce sera quelque chose de naturel. Tout à fait naturel, tu ne fais même pas d'effort pour l'être. Hein. C'est un exemple. Oui. C'est un compliment, quelquefois. Merci pour le compliment, mais attention, hein, pas de trop non plus. Hein. Ah bon? Pas trop de compliments non plus. On va pas en finir avec les trop. Oui. Non, plus sérieusement, je suis trop et alors. C'est le sujet vraiment que j'ai souhaité qu'on aborde aujourd'hui, qui soulève une grande question. Comme je disais, hein, la question de ce qu'on accepte de ce que les autres vont nous dire, et puis la question aussi de notre perception de nous-mêmes. Ça part de cela, hein, et de bien d'autres choses aussi. On parle aussi de l'éducation, de ce qui fait qu'on est dans cette dimension du trop. Du trop qui peut emmener au trop plein. Oui. N'est-ce pas, Danick? Tout à fait. On en fait trop quelquefois. C'est ça, on en fait trop. Et bien justement, pourquoi? On va voir ensemble les différentes pourquoi en images d'ailleurs, pourquoi on en fait trop. Il peut y avoir différentes raisons à cela. La première chose, ça va être justement le besoin d'exister aux yeux des autres. Un exemple, hein, d'être aimé. Ce besoin, on va même dire, qui dépasse la norme, hein, d'être aimé, d'être reconnu des autres. Ça va être aussi la peur de l'abandon. On parlait des blessures de l'âme la dernière fois. Tu vois, ben ça en fait partie. La peur de la solitude, le manque de confiance et d'estime de soi. Tu vois, ça revient souvent, mais c'est souvent la cause de plein de maux, hein, le manque de confiance et d'estime. L'éducation et les injonctions de faire plaisir. Il faut que tu fasses plaisir. Il faut que tu sois parfait. Tu te souviens, on avait vu ensemble ça par rapport aux différents drivers, les injonctions de faire et de ne pas faire. Mais aussi ma personnalité. Ça compte, oui. C'est ça. Tu vois, donc tous ces facteurs-là vont nous faire justement être dans cette dynamique du trop. Mais avec tout ça, on ne vit pas alors? Eh bien, écoute, on va dire qu'on vit, ou on peut dire aussi qu'on va vivre par rapport aux autres. Hein, souvent, on va avoir cette façon d'être, finalement, cette apparence par rapport aux autres. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas bon, puisque finalement, on peut se retrouver avec ce sentiment de vivre à côté de soi, d'être même des fois aussi aliéné. Et c'est un sujet qui est bien sûr à l'échelle mondiale, hein, mais on connaît notre population aussi guadeloupéenne, avec l'éducation et les injonctions de faire que nous avons connues, hein, sur le fait plaisir et sois parfait. Il faut que tu sois... On ne pleure pas, tu ne dois pas montrer tes faiblesses, etc. On a grandi comme ça, mais c'était pas négatif. Hein. Nos parents, l'éducation, la société a fait qu'il a fallu qu'on soit de telle façon. Cela étant dit, l'heure est aussi autant de se connaître et d'être en phase avec soi-même.
Alors, c'est toujours pareil, on voit un peu le trop, mais alors comment éviter le trop? Eh bien, comment éviter le trop? Je vais proposer justement quelques astuces, voilà, qui vont nous aider justement par rapport à cela. Mais ça va être déjà de se dire, je suis qui je suis. Il faut bien se connaître. C'est ça. Je suis qui je suis, j'existe et cela suffit. Donc, c'est une citation de Sylvie Le Poète que j'ai trouvée très intéressante. Ou encore pour faire un petit clin d'œil à une coach qui m'a donné cette parole et qui m'a inspirée. Je suis qui je suis et ce que je suis suffit. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'en faire trop pour être aimé. Pas besoin, tout simplement. Il suffit d'être soi-même. C'est la première chose. Ensuite, ça va être de poser mes limites aux autres. Pour poser les limites, ça demande justement qu'au préalable, j'ai pris une pleine conscience de qui je suis, de ma valeur. Donc, ça parle des valeurs. Ça va parler aussi de ce qui est important aussi que je fasse autour de mes valeurs, de ma personnalité que je vais apprendre à découvrir, qu'on verra justement en phase 3. Apprendre à être en phase avec sa personnalité. Et même si ça semble si évident que ça ne l'est pas, nécessairement. Donc, en fait, il faut toujours apprendre à se connaître. C'est ça. Eh bien, écoute, dans cette quête d'aller à la rencontre de soi, c'est de toujours chercher à savoir ce qui est bon pour moi, ce qui va faire que je serai bienveillant envers moi-même, ce qui va faire que je vais m'aimer encore davantage. Et finalement, plus je vais m'aimer, plus je vais avoir conscience de ce que je peux faire, ce que je veux faire et ce que je ne peux pas faire, donc mes limites, et ce que je ne veux pas faire. Et du coup, ce que je ne vais pas accepter que les autres me fassent. Ça, c'est important. Et Danick, en fait, on va voir ensemble, justement, parce que j'ai parlé de la personnalité. Oui, c'est le type de personnalité qu'il faut pour ça. C'est ça. Et tu vois, on a différents types de personnalités, n'est-ce pas? Tu as des personnes qui vont être introverties, tu en as d'autres qui sont extraverties. Bon, personnellement, je suis extravertie. Extravertie. Ah, d'accord. Bon. Ça ne se voit pas. Je n'avais pas remarqué. Voilà, mais en fait, ça va être, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont être plutôt solitaires, tu auras des personnes qui seront très sociables, tu vois, et plein d'autres. On va avoir plusieurs types de personnalités. Je pense aussi aux personnes qui sont très dans l'empathie ou au contraire qui seront très concentré justement sur le résultat, sur le travail. En fait, ce qu'il y a d'important, on va voir maintenant les différents axes qui déterminent la personnalité, c'est de connaître toutes ces étapes pour être en phase avec soi. Alors, donc, les 4 axes qui déterminent, selon plusieurs psychologues, de manière globale, qui déterminent la personnalité, ça va être la manière dont je puise mon énergie. Est-ce que ce sera plutôt introverti, c'est-à-dire me ressourcer, me recentrer sur moi, ou être plutôt dans une dynamique extravertie, où j'aurais besoin du regard de l'autre. Du regard de l'autre, ça arrive aussi. Après, l'important, c'est de le savoir et de mettre de la mesure. Voilà, puisqu'on est unique et c'est important de respecter qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Ça va être aussi en deuxième phase la manière dont on perçoit les informations. Est-ce qu'on sera surtout sur de la perception, sur du ressenti? Est-ce qu'on est une personne qui sera plutôt intuitive? C'est important de savoir toutes ces choses-là. La manière aussi dont on prend les décisions. Voilà. Et enfin, la manière dont on passe à l'action. C'est-à-dire qu'au niveau de l'action, est-ce que je serai plutôt dans le jugement? Ou pareil, comment je vais fonctionner quand je vais agir. Et tout cela, prenant en compte justement ces différents axes, eh bien, je me connaîtrai mieux et je serai plus en phase avec moi-même. En fait, pour résumer, il faut être toujours dans la bonne mesure, en fait. Alors, pas trop, ni pas moins. Mais c'est-à-dire la bonne mesure pour soi. Oui, c'est ça qui est important, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le trop, j'insiste sur l'importance, en fait, de ne pas laisser autrui déterminer qui nous sommes. Nous sommes des êtres relationnels, c'est vrai. Cela étant dit, c'est ma personnalité qui va déterminer les rapports que j'aurai avec les autres. Et pas l'inverse en priorité. Voilà ce qui va être important, Danick. Et qu'on verra la prochaine fois. C'est ça. Je suis lumière, je crois en moi et je me dépasse. C'est ça. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Effectivement, vous êtes tous lumière, nous sommes tous lumière. L'important, c'est de croire en soi et de se dépasser. Et pour continuer à croire en soi, la prochaine fois, nous verrons ensemble le sujet des personnes qui sont hypersensibles. Ça a été une demande. L'hypersensibilité et les hauts potentiels émotionnels. Alors, pourquoi? Parce que c'est important, justement, quand on se connaît, quand on arrive à détecter cela, pour savoir comment exploser, comment être encore plus lumineux et vivre avec cette particularité. Voilà, Danick. Merci, Barbara. Tu n'en as pas trop fait aujourd'hui. Voilà. C'est l'heure de passer à la suite et se donner rendez-vous la semaine prochaine, quand même. Exactement, la semaine prochaine, sur l'hypersensibilité. Bye bye, Barbara. Bye bye.
Voilà, c'est terminé, mais on va regarder le dessin d'Annick qui a passé un bon petit moment avec nous. Elle a dessiné quelque chose. C'est tout de suite. Alors, c'est quoi, Annick, exactement? Alors, c'est un dessin qui montre que, comme je disais, les Africains ne sont pas si éloignés que ça des Guadeloupéens. Oui. Et par exemple, Lucha, ce groupe de jeunes Congolais qui se battent pour les droits humains, un de leurs combats, c'est de se battre pour l'accès à l'eau. Oui. Et nous savons qu'en Guadeloupe, même, nous sommes aussi dans cette problématique d'accès à l'eau. Oui. Voilà. Même combat. Comment? Guadeloupe et Congo, même combat. Voilà, c'est ça. Donc, d'où le dessin Congo-Guada, même combat. Voilà. Et il y a aussi ça, je ne sais pas si tu verras. Voilà. Pas que c'est moi. Bon, bref. Alors voilà, on a commencé ce matin, ce midi, avec Elisabeth Gustave et Annick Kamgan. Elisabeth Gustave, qui est directrice du festival, qui commence après-demain. Et Annick qui est avec nous pour le festival Caribou. Elle est ici jusqu'à dimanche. Et elle a sorti cet ouvrage, Lucha, vraiment intéressant. Pas parce qu'il a dit ça, vraiment, c'est à lire et à obtenir, trouver ça, et pourra faire des dédicaces vendredi, samedi et dimanche sur le village de Caribule à Vanche. Ensuite, nous avons reçu Patricia Sadikosen et Aude Jacquet Bliando pour parler des bailleurs sociaux, puisque vous savez que quand vous louez une maison, avec la CAF, il y a toute une série de choses à faire dans votre espace. Ils sont encore avec nous, Chris et Michael Lees, pour ce film qui passera, donc, quand Chris... Au Cinestar. Au Cinestar ce soir? Ce soir. Ce soir, à ne pas rater, et peut-être qu'on espère le voir. À la télévision. À la télévision, et on dit welcome à Michael Lees, et félicitations, congratulations, vraiment. Ce qu'on a vu, hein, vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. On a reçu un autre réalisateur, Colin Tafiel, qui a fait un long métrage au plein air, qui passe aussi ce soir dans le cadre du festival Cinestar. Et ce film raconte un petit peu l'histoire de SDF parisien. Puis on vient de terminer avec Barbara Montpierre et sa chronique La rencontre de soi. Sinon, l'actualité, rapidement, c'est la mobilisation du LKP pour l'eau dans le Nord Grande Terre. On a vu cette mobilisation avec Élie Domota. Il y a d'autres mobilisations à venir. L'atelier bureautique pour réduire la fracture numérique, ça c'était à Gobert, parce que les personnes, ce qu'on appelle les seniors, ont du mal avec l'Internet, ont du mal avec le digital. Donc il y a des formations un peu partout qui se font dans les communes pour aider ces gens-là. Et on n'a pas eu le temps de faire la journée sur le développement durable au Lamentin, mais pour ça, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, à partir de 12h30. Et puis, si vous êtes intéressé par la bande dessinée, le goka, le manga, rendez-vous demain à partir de 9h au Fort d'Elgrès avec Benzo, avec Laskemite, avec aussi Kenny. Je ne sais pas, tu seras là aussi normalement demain au Fort d'Elgrès. Oui. Annick sera là aussi pour dédicacer ses bouquins et pour faire des ateliers. Puis il y a des ateliers sur la bande dessinée qui se font actuellement à Pointe-à-Pitre, un peu partout en Guadeloupe. Donc des festivals, il y en a plein en Guadeloupe. Nous sommes un pays très culturel. Exactement. Non, c'est vrai. Et en plus, on s'élargit à la Caraïbe avec la Caraïbe, avec ce que tu fais là. Non, mais c'est une très bonne chose. Chris, félicitations aussi pour ce travail. Je sais que tu es souvent là, Dominique, maintenant. Oui, c'est souvent quand même. Ah ben oui. C'est magnifique en plus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve. La réalisation était assurée par Yann. Et on vous remercie d'être avec nous jusqu'à 14h tous les jours. Ciao, bye bye. À demain.